Bonjour à tous. Un petit mot pour ceux qui sont déjà connectés. Je vois que les participants arrivent petit à petit. On prend quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter tranquillement et puis on commencera d'ici quelques minutes. Alors, on va démarrer tranquillement puisque il est 11 heures. Donc pour l'instant, on est peu nombreux. Il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre par la suite. Petit à petit. Donc ça, c'est toujours possible, évidemment. On va commencer par rappeler un petit peu le fonctionnement et l'idée de cet atelier où on est tous ensemble aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de vous proposer un atelier virtuel. Donc c'est une modalité que nous proposons pour la première fois dans la suite logique des webinaires qu'on avait lancés pendant la crise sanitaire. Et l'idée, ça va être de vraiment être dans un mode interactif avec vous tous. Donc la difficulté pour nous, animateurs, vous voyez qu'on est nombreux, mais malheureusement, on ne peut pas vous voir. Mais pour autant, vous avez la possibilité de nous interpeller. Sur le volet gauche, vous avez un panneau de configuration qui vous permet de lever la main. On va pouvoir vous laisser la parole en activant vos micros quand on voit que vous avez la main levée. Et vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions à l'écrit. Donc, sachant que pour le moment, on est peu nombreux, donc on aura très certainement l'occasion de pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous avez. Donc, c'est le moment d'en profiter. Si jamais ce n'était pas le cas, nous, on récupère les questions à la suite de l'atelier et en concertation avec les partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, nous répondrons aux questions à l'écrit et nous vous les enverrons avec le support que nous allons vous diffuser aujourd'hui, ainsi que le lien vers le replay, puisque finalement, même si c'est un atelier, vous verrez que le replay sera disponible. Donc, si vous avez l'occasion de le diffuser pour des gens qui souhaitaient participer et qui n'ont pas pu venir, ce sera possible. Donc, ça, c'était pour les modalités pratiques. Vous verrez que le support, à la fin, il y a une boîte à outils qu'on ne prendra pas forcément le temps de détailler dans son ensemble, puisque le but, c'est vraiment d'interagir le plus possible avec vous et de rebondir sur les questions d'actualité concernant l'alternance et donc plus particulièrement aussi l'apprentissage, évidemment en lien avec le handicap. Et pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui de différents partenaires. Comme vous pouvez le voir, nous sommes accompagnés de la Directe, de Cap Emploi, de l'AGECIP et de Pôle Emploi, que je remercie vivement d'avoir pris part à cet atelier. Ils auront l'occasion de se présenter au moment de leur prise de parole, donc n'hésitez pas aussi à les interpeller quand ils vont intervenir et même si vous avez des questions par la suite. Je vous propose qu'on commence par le sommaire, voir un petit peu comment on va dérouler cet atelier. Et nous reviendrons sur la définition tout d'abord du handicap. Un petit problème technique nous empêche d'afficher le sommaire, mais ça ne va pas tarder. C'est bon. Merci beaucoup. Merci Céline qui est, vous ne la voyez pas, mais du coup, notre femme de l'ombre aujourd'hui et qui va diffuser le support tout au long de la présentation. Et donc, on commencera par une définition du handicap pour quand même reposer le cadre et reparler de ce que c'est qu'un travailleur handicapé.
et également sur les idées préconçues qu'on peut avoir sur le handicap. On aura le plaisir d'entendre cette présentation par du coup Julien Viau de l'AGEFIP qui est avec nous. Et ensuite, on enchaînera avec les axes prioritaires du gouvernement concernant l'alternance, où du coup la directe nous présentera les principaux axes de cette priorité. Nous, en tant qu'OPCO, donc l'OPCO Atlas, moi, je ne me suis pas présentée. En plus, donc Caroline Pachou, conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas. Je suis également accompagnée de Yasmine Ami, qui se présentera tout à l'heure au moment de vous développer tout ce qu'on peut vous proposer sur l'accompagnement alternance. Nous, on va vous présenter un petit peu les procédures qu'il faut mettre en place pour la saisie de vos contrats, les différentes aides et les différentes pistes que vous pouvez explorer pour mettre en œuvre votre campagne d'alternance. On vous proposera ensuite un témoignage d'une entreprise adhérente de l'OPCO Atlas, Aviva Assurance, qui, à l'occasion d'un témoignage vidéo pour le site de l'AGEFIP, a fait part d'une success story concernant l'embauche d'une alternante en contrat de professionnalisation. Et ce sera un petit peu l'occasion de questionner les process et d'interagir avec les partenaires sur tous les leviers qui sont à votre disposition et que vous n'avez pas forcément en tête. Et puis la boîte à outils sur laquelle nous ne reviendrons pas dans le détail, mais qui sera à votre disposition dans le support que nous vous mettrons à disposition ensuite avec le lien et les réponses aux questions. Donc du coup, je vais laisser la parole à Julie pour présenter du coup le handicap. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour à tous. Parfait. Écoutez, bienvenue. Donc, je me présente d'abord, Julien Viau. Je suis chargé d'études et de développement à l'AGEFIP Île-de-France. Donc, j'accompagne au quotidien des entreprises dans la réponse à leurs obligations d'emploi et dans la structuration de démarches de politique handicap. Il nous semblait effectivement important pour introduire cette classe virtuelle de faire un rappel et un point sur la définition du handicap. On a bien sûr tous à un niveau ou un autre des représentations sur le handicap et il est important de rappeler ce que la loi définit comme travailleur handicapé. Hein, donc on est, alors je ne sais pas si on peut grossir du coup la slide là à l'écran. On n'aura pas la possibilité de la grossir. Julien, vous la voyez comment? Vous la voyez en petit? Parce que de notre côté, elle est assez grande. Non, elle est toute petite, oui. Ah mince. Je pense qu'on n'aura pas l'opportunité de la… Alors, il y a un participant qui nous dit « On voit très bien, monsieur Le Tiec ». Du coup, je ne sais pas si de votre côté, Julien, vous avez la possibilité éventuellement de reprendre le support pour le voir peut-être plus en grand sur votre ordinateur. Non, parce que j'ai changé d'ordinateur déjà, mais on va avancer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, il est important de rappeler que alors, la loi 2005 a amené la notion de situation de handicap. Donc, le principe est qu'une personne, du fait de sa situation de santé, peut être empêchée dans un cadre professionnel. C'est pour ça, et pour faire assez simple, qu'on rappelle qu'il n'y a pas de liste de maladies pouvant rendre éligible à l'obligation d'emploi, mais que c'est bien la situation de santé précise de la personne et son activité ou son projet professionnel qui vont à un moment donné créer une situation ou non de handicap. Donc, vous le lisez à l'écran, est considéré comme travailleur handicapé une personne, donc un professionnel qui va être frappé par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, on est bien sur cette notion d'altération de freins qui peuvent être apportés au quotidien par la situation de handicap et qui vont avoir une incidence sur le quotidien professionnel. On vous redonne un chiffre là à l'écran. Ça concerne 2,7 millions de personnes
qui effectivement bénéficient d'une reconnaissance administrative du handicap, ce qu'on appelle les BOETH, donc les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, travailleurs handicapés. Alors, c'est toujours tout petit pour moi à l'écran, mais je voulais simplement vous rappeler, c'est très important, que dans 80% des cas, les handicaps ne sont pas visibles. Donc, on va accompagner Service public de l'emploi, Cap emploi, AGFIP, des personnes qui, au cours de leur vie, ont développé des problématiques de santé dans un cadre professionnel, dans un cadre de la vie quotidienne, et qui très souvent ont ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, donc des altérations d'ordre physique, motrice. Typiquement, ça va engendrer des limitations sur le port de charge, sur les efforts physiques. Ce sont des problèmes, des personnes qui vont avoir des problèmes de dos, de cervical, et c'est à 45% effectivement les types de situations qu'on rencontre. Et puis, dans une moindre mesure, et vous avez les chiffres à l'écran, on va ensuite rencontrer des maladies invalidantes, le handicap psychique. Alors, c'est une donnée importante, et en particulier en Île-de-France, la crise sanitaire que nous traversons a pu révéler aussi un certain nombre de situations de ce type. C'est un vrai sujet, c'est une réalité qu'on vous propose de gérer, et les services Cap emploi, la GFIP, le service public de l'emploi sont aussi là pour vous accompagner. On a des prestataires spécifiques qui vous soutiennent aussi dans l'accompagnement de ces situations, et de belles réussites au-delà des représentations et des premières difficultés, des belles réussites d'insertion et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap psychique. On parle également, vous le voyez à l'écran, de handicap sensoriel, alors auditif, visuel, et on a des maladies invalidantes, maladies chroniques, on pense à l'épilepsie, vous avez les proportions qui s'affichent ici à l'écran, épilepsie, troubles type cardiaque, on pense au diabète aussi, et là aussi la notion de situation de handicap est importante. On a différents types de diabète, vous le savez, et le projet de la personne va aussi déterminer la situation de handicap ou non, son activité professionnelle ou non. Vous pouvez avoir des personnes porteuses de diabète qui ne sont pas empêchées ou freinées dans leur quotidien professionnel. Et dans d'autres cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle la maladie mentale, la déficience intellectuelle, qui va supposer aussi d'autres types d'accompagnement. Un chiffre à vous rappeler, 85% des situations de handicap sont acquises. Donc, on n'a que 15% de handicap qui sont de naissance. Ça, c'est aussi un point important. Donc, c'est bien le cours de vie, la vie professionnelle, la vie quotidienne qui vont voir apparaître ces situations de handicap. Voilà pour le petit tour et le petit panorama de cette notion de handicap. Merci beaucoup Julien. On a déjà des questions. Du coup, par Madame Claire Fleury et Madame Isabelle Loncle. Je vais déjà les poser et puis après j'activerai aussi les micros, savoir s'il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas écrit les questions mais qui souhaitent en poser à l'oral, donc ce sera possible. La première question de Madame Fleury, c'est bonjour, donc une personne considérée et reconnue comme travailleur handicapé peut-elle travailler sans le déclarer? Alors, Julien, je veux bien répondre, mais Cap emploi pourra compléter. Ouais. La question donc portait sur la situation de handicap, mais l'obligation de déclaration ou non. Oui, c'est ça. Est-ce qu'une personne qui ne déclare pas sa situation de handicap peut quand même travailler et donc finalement ne pas le dire à son employeur? Si je comprends bien la question, c'est ça. Absolument. C'est une information
personnel, on est sur des éléments qui sont confidentiels. Donc, c'est bien un enjeu aussi de créer un climat de confiance et d'inviter la personne à évoquer ses problèmes en toute, un certain nombre de limitations en toute confidentialité et lui expliquer que ça ne met pas en péril, bien sûr, son parcours dans l'entreprise, mais qu'il s'agit au contraire de sécuriser ses conditions de travail, son rythme de travail et éventuellement le matériel pour l'émission. Donc oui, la personne n'est pas tenue d'en faire part. Il n'y a pas d'obligation de déclaration. Alors vous avez une obligation d'emploi, mais il n'y a pas d'obligation de déclaration du côté des personnes. En revanche, si votre entreprise pose assez rapidement des questions sur le sujet, si elle met en place un certain nombre d'aides, si elle apporte des informations, si elle se dit ouverte très vite à la thématique, ça pose encore une fois un climat de confiance et ça peut inciter à la déclaration. C'est un travail d'information et de sensibilisation qui est en général assez long, mais on sait que c'est des enjeux à traiter en tout cas. Tout à fait. Et alors, du coup, il y a Madame Isabelle Loncle qui demandait, doit-on parler de TH, donc de travailleurs handicapés, ou de personnes ou de travailleurs personnes en reconnaissance de handicap? Quel est le bon terme? Alors, le bon terme, c'est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Sauf que c'est un peu long, c'est un peu technique et que c'est pas forcément très, très parlant. On parle, pour faire simple, et on a pris l'habitude de parler de travailleurs handicapés. Mais ce qu'on redit et ce qu'il est important d'évoquer ici, c'est que sont éligibles à cette obligation d'emploi. Donc, vous pourrez valoriser dans le cadre des déclarations d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés des personnes, bien sûr, porteuses de la reconnaissance travailleurs handicapés, mais pas que. Également l'allocation adulte handicapé, des rentes maladie professionnelle, accident du travail, pension d'invalidité, carte mobilité inclusion. Il y a d'autres titres mais qu'on croise un peu moins souvent. Donc, le terme générique est, pour faire simple, est effectivement travailleur handicapé, mais on rappelle qu'il est important de bien avoir sous les yeux la liste de ce qu'on appelle les titres de bénéficiaires pour savoir si la personne peut être valorisée dans le cadre de la déclaration. D'accord, très bien, merci. Il y a peut-être Madame Midger de Cap Emploi, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette notion? Deux, trois petits mots, effectivement. Alors, nous, on parle souvent de personnes en situation de handicap, donc ça fait référence à justement cette question de déficience qu'on relève ou pas. Effectivement, il y a un statut administratif qui va permettre à l'entreprise de déclarer des bénéficiaires et après, si la personne n'a pas besoin d'aménagement, bien souvent, elle n'a pas forcément de raison précise de déclarer son statut d'entreprise. Ce qui est important, effectivement, c'est de bien, enfin, le fait qu'il y ait une définition maintenant assez précise de la notion de handicap permet d'avoir un vrai regard qui permet de changer sur la question de c'est quoi mon handicap, est-ce que j'ai justement, mais de bien analyser la déficience au regard d'une situation particulière. Et c'est ça qui va permettre aussi à la personne d'en parler plus facilement. Il ne s'agira pas de dire j'ai fait une dépression et je peux plus travailler à temps plein, mais bien d'évaluer la difficulté à un instant T. Je cite, par exemple, c'est un exemple, et par rapport à des conditions de travail très précises où on va évaluer la déficience et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en compensation, que ça soit matériel, horaire, aménagement de poste ou autre. Donc, c'est cette approche-là qui permet aussi aux personnes d'en parler plus facilement. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. À nouveau, on vous met à l'aise, levez la main si vous avez d'autres questions. On est là pour y répondre. Je propose du coup qu'on continue avec cette fois la thématique de l'alternance pour rentrer du vif du sujet, puis ça nous permettra de faire le lien avec le handicap, avec du coup les priorités du gouvernement en la matière et les principaux axes de travail qu'ils ont mis en œuvre. Je laisse la parole du coup à la directe sur ce champ. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, juste confirmation, le son passe bien, ça va? Merci. Alors, en effet,
Donc, Céline Noy-de-Gors de la directive de France en charge du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Donc, en effet, l'État apporte une priorité au développement de l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Je souhaite rappeler deux éléments de contexte. La loi du 5 septembre 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, qui porte la réforme de la formation professionnelle et la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et également le comité interministériel du handicap qui s'est tenu en février 2020 et qui, lui, a rappelé cette stratégie Osons l'emploi pour développer l'emploi au profit des personnes en situation de handicap et donc stratégie présentée auparavant en novembre 2019. Alors, l'objectif de l'État est double. D'une part, il est d'augmenter le niveau de qualification et développer les compétences professionnelles des personnes en situation de handicap. Et le deuxième volet, en parallèle, est d'inciter les entreprises et les employeurs publics à embaucher. Et ceci a été travaillé via la refondation de l'obligation d'emploi, qui, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, est donc une obligation fixée à 6% de la masse salariale. Alors, concernant le premier de ces objectifs, je voulais rappeler quand même que le public en situation de handicap est 2 fois plus impacté par le chômage que l'ensemble des publics, puisque le taux, je voudrais, en situation de handicap se décroche des niveaux de tout public, et ce entre 10 et 20%, puisque 26% sont sans qualification pour 16% du tout public et 42% en bac et plus pour 62% du tout public. Alors, l'impulsion de l'État a été donnée déjà sur le CPF pour faciliter la professionnalisation avec des droits majorés à hauteur de 800 € par an, plafonnés à 8 000 pour 500 plafonnés à 5 000 € pour l'ensemble des salariés. Ensuite, l'impulsion est fortement portée sur l'apprentissage, avec un objectif fort de développement pour ce public d'ici 2021. Rappelons qu'aujourd'hui, la part de ce public est très modeste en apprentissage puisqu'il ne dépasse pas 1% des contrats. Alors, la loi Avenir professionnel a eu pour effet d'abord l'augmentation du nombre d'organismes agréés pour développer des modalités de formation à l'apprentissage. En Île-de-France, le nombre d'organismes a plus que doublé, avec actuellement 347 structures agréées en Île-de-France. La loi a également rendu obligatoire la nomination d'un référent handicap dans les CFA depuis janvier 2019. Son rôle est d'accompagner les apprentis dans leur parcours en interne au CFA et également de faire le lien avec l'employeur pour l'aider à mettre en place les conditions adaptées. La loi a également simplifié l'aide à l'embauche, qui est à présent unique et systématique pour tout employeur de moins de 250 salariés pour des diplômes ou titres professionnels de niveau inférieur ou égal au bac. Et puis, les conditions d'accès à l'apprentissage ont également été simplifiées avec des entrées tout au long de l'année. Et ce, je le rappelle, ce qui n'a pas changé, sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Les mesures de plan de relance de l'apprentissage sont donc en train d'être positionnées. Et donc, je ne m'attarde pas là parce qu'elles vont être détaillées dans quelques instants. Alors, je vais revenir sur le deuxième objectif dont je parlais tout à l'heure, qui est l'incitation à l'embauche. Alors, la refondation de l'obligation d'emploi vise au développement de la politique d'emploi en inclusion par la prise en compte de tous les types d'emplois et de toutes les durées dans la valorisation de la contribution. Également par la valorisation majorée des seniors à 1,5 et également par la nomination d'un référent handicap dans toute entreprise de plus de 250 salariés. Cette refondation vise également à responsabiliser les employeurs en rendant obligatoire la déclaration des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour tous les employeurs et également en portant la mesure d'obligation d'emploi au niveau de l'entreprise au lieu d'auparavant au niveau de l'établissement et ce pour tous les employeurs de plus de 20 salariés. Dernier point, elle vise également à se servir du levier du dialogue social en limitant la durée et les renouvellements des accords agréés d'entreprise, ces accords agréés étant donc des plans d'action internes agréés par l'État dispensant l'entreprise de la contribution. Voilà pour le cadre général de la priorité de l'État. Et donc, je laisserai la parole à ma collègue Déborah Gilbert pour aborder les mesures du plan de relance sur l'apprentissage. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente, je suis Déborah Gilbert, je suis responsable du département accès à l'emploi, la directe des Hauts-de-Seine.
Donc, je vais vous présenter donc rapidement donc les mesures donc qui ont été annoncées donc par la ministre donc du Travail. Donc, c'était le 4 juin dernier donc aux partenaires sociaux. Des mesures donc de soutien donc à l'apprentissage pour la rentrée donc prochaine. Donc la mesure phare, bien évidemment, donc c'est l'aide financière donc qui va être versée donc aux entreprises. Donc pour tous les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février donc 2021, et ce pour la première année de contrat. Donc c'est une aide qui sera à la hauteur de 5 000 € donc pour le recrutement donc d'un apprenti mineur et 8 000 € donc pour un apprenti de plus de 18 ans. Donc là, cette aide, elle a été aussi donc voilà, vraiment très élargie puisqu'elle a concerné, donc elle vaut pour tous les contrats d'apprentissage donc qui vont du CAP à la licence donc professionnelle. Et en plus, donc elle sera versée aussi aux entreprises donc de moins de 250 salariés, comme c'était le cas donc voilà auparavant, mais aussi à celles de plus de 250 donc salariés, dès lors qu'elles respectent quand même un objectif de plus de 5% d'alternants donc dans leurs effectifs. Donc voilà, donc cette aide, elle vaut vraiment pour la première année. Et pour les années suivantes, donc les employeurs donc éligibles donc à l'aide unique donc percevront donc de nouveau cette aide. Donc c'est vraiment donc une aide pour maintenir cette bonne dynamique de l'apprentissage donc suite à la réforme de 2018 donc au sortir de la crise. Et donc c'est vraiment une aide donc exceptionnelle donc puisque pour une entreprise donc qui embauchera donc un apprenti mineur, donc en fait le reste à payer pour l'entreprise il sera quasiment nul. Et donc pour les autres recrutements et notamment donc pour les recrutements donc des majeurs, donc ce sera à hauteur de 175 €. Voilà. Donc on a donc donc on prévoit, excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Donc par ailleurs, donc aussi donc afin d'encourager quand même donc les jeunes à s'orienter quand même dans cette voie-là. Donc la durée de la formation en CFA donc préalable donc à la signature d'un contrat donc d'apprentissage est portée de 3 mois à 6 mois parce qu'effectivement donc on pense que pour certains jeunes ça va peut-être être plus difficile de trouver donc un employeur. Donc on a quand même donc allongé donc cette période. Bien évidemment, donc le jeune sera aussi accompagné donc par le CFA donc dans la recherche donc d'un employeur. Voilà. Et donc il y a aussi donc une aide donc pour le jeune donc pour l'achat donc d'un ordinateur, ce qui est un forfait donc premier équipement donc dont disposent les CFA qui est de l'ordre de 500 donc, € donc, par mois, donc, qui est versé donc, par les OPCO. Et donc, l'achat d'un ordinateur, en fait, entrera maintenant donc, dans ce forfait donc, de premier équipement. Donc, l'objectif, c'est aussi vraiment de lutter contre la fracture numérique et notamment donc, pour les jeunes donc, qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui vivent dans les quartiers, donc, notamment les quartiers politiques de la ville. Et puis aussi toujours donc pour soutenir donc l'apprentissage et inciter donc les jeunes donc à s'orienter donc dans cette voie-là. Donc c'est tout jeune donc qui fera donc un vœu donc d'apprentissage donc du CAP à la licence professionnelle donc sur les plateformes d'orientation scolaire, que ce soit AFELNET ou Parcoursup, donc devra recevoir donc au moins une offre d'apprentissage. Donc là ces mesures donc elles sont donc il va y avoir des textes qui sont en cours donc d'élaboration pendant l'été, notamment donc la loi de finances rectificative. Mais donc c'est vraiment un ensemble de mesures donc destinées donc à vraiment poursuivre donc cette embellie donc sur l'apprentissage et en continuant à encourager les jeunes donc à s'orienter dans cette voie-là et aussi donc soutenir aussi donc les employeurs en les incitant donc à prendre des apprentis. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On a une question de Monsieur Letiec, Olivier, qui demande à quel moment l'aide est versée. Est-ce qu'elle est versée au début du contrat? Comment ça se passe? Alors l'aide, oui, logiquement, elle est versée donc à partir du moment où il y a l'enregistrement donc du contrat, elle est versée par l'agence de services de paiement. Ce sera au début du contrat, oui.
Et effectivement, je rajoute, et ça va faire le lien en plus avec la partie suivante, puisque ma collègue Yasmine Ami va pouvoir détailler les modalités d'enregistrement des contrats. En fait, au moment où vous saisissez votre contrat auprès de votre OPCO, donc en l'occurrence nous, on fait le lien avec la plateforme de l'État et qui du coup permet d'informer les organismes du coup tels que l'ASP qui seront au courant que vous êtes éligible à l'aide et du coup ça se fera par ce biais. D'où vraiment l'importance de bien saisir vos contrats en ligne et ça on va y venir juste après évidemment. Alors, à l'écrit, je n'ai pas d'autres questions. Néanmoins, juste pour m'assurer qu'on n'en est pas avant de passer à la partie pratique de saisie des contrats, je vais activer les micros des participants. Donc, je préfère vous prévenir avant de le faire. Si jamais certains d'entre vous veulent s'exprimer oralement, ça va être le moment. Donc là, normalement, c'est actif. Non, je n'ai pas l'impression. Pour en contrôler. Bon, apparemment, il n'y a pas. Ah, il y a Madame Bourgeois qui souhaitait prendre la parole, peut-être, non? Non, elle a désactivé à nouveau. Apparemment, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc je vous propose qu'on enchaîne. Est-ce que je peux préciser quelque chose? Juste, bien sûr. Excusez-moi, c'était juste par rapport à une question mis à part les mesures spécifiques à Felnet et Parcourage qui concernent réellement les jeunes, je voulais juste préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le dossier handicap TH, c'est que ce n'est pas limité aux jeunes, hein, les aides en apprentissage, c'est bien ouvert aux adultes pour les personnes en situation de handicap. Oui, effectivement, puisque du coup, la limite, les limites qui sont mises sur ces dispositions, ça va être le niveau de diplôme. Et puis après, il y a juste la distinction majeur-mineur. Donc, tout à fait, comme on l'a précisé très justement en début de présentation, pas de limite d'âge pour les contrats pour les personnes en situation de handicap. Merci du coup effectivement de le rappeler, je pense que c'est vraiment important. Donc on va enchaîner sur les modalités pratiques parce que c'est souvent des questions que vous vous posez et c'est bien légitime. Comme maintenant votre OPCO est devenu votre interlocuteur de l'alternance sur la partie process, enregistrement de contrat, on va pouvoir vous détailler un petit peu quel accompagnement on va pouvoir mettre en œuvre, quelle spécificité il y a aussi sur le champ du handicap en la matière. Et comment ça s'articule au sein de l'OPCO. On va regarder dans la slide suivante que finalement, vous avez un réseau pour vous à votre disposition de conseillers et de développeurs, de l'alternance, pour être précise. Donc, chaque entreprise a un conseiller dédié et après, on a des développeurs de l'alternance qui interviennent sur un maillage régional. Et donc, j'ai le plaisir de laisser la parole à ma collègue Yasmine Ami qui va se présenter sur ces modalités. Merci Caroline. Yasmine Ami, développeur de l'alternance au sein de l'OPCO Atlas. En tant que développeur de l'alternance aujourd'hui, j'accompagne et je conseille donc les entreprises dans leurs projets de recrutement en alternance. Je suis également en charge de promouvoir le dispositif via des réunions d'information collective, des webinaires ainsi que des salons et des événements. Je suis également en relation avec les écoles, les CFA pour rapprocher l'offre et la demande et mettre en relation ces deux parties, les écoles, les CFA et les accompagner dans toute la mise en place de leur projet d'embauche en alternance. Comme vous le savez et comme l'a précisé Caroline, depuis la réforme de la formation professionnelle, l'OPCO Atlas est devenu aujourd'hui le guichet unique pour l'alternance. Donc, pour toutes vos embauches, que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation, mais également dans le cadre du contrat d'apprentissage, vous devez passer par votre OPCO Atlas pour saisir la demande de prise en charge. La procédure qui a été choisie aujourd'hui par Atlas, c'est une procédure 100% en ligne. Donc, il vous suffit de créer un compte qui s'appelle donc My Atlas, qui est le compte en ligne de l'entreprise, et de faire la demande de prise en charge via ce compte en ligne. En fin de compte, sur cet espace en ligne, vous allez directement saisir le contrat et rattacher les pièces nécessaires, le programme de la formation ainsi que la convention de formation qui aura été signée avec l'école ou bien le CFA. l'OPCO Atlas met en place aujourd'hui différentes aides pour vous accompagner dans vos recrutements en alternance.
Comme l'a précisé Caroline, 2 interlocuteurs aujourd'hui au sein de l'OPCO Atlas, les conseillers formation et les développeurs de l'alternance avec lesquels vous pouvez prendre rendez-vous et qui sont là pour vous conseiller, vous accompagner, même dans la saisie de vos contrats, faire une simulation de la prise en charge des aides, mais également une simulation au niveau de la rémunération. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'OPCO Atlas va également intervenir dans le financement des frais pédagogiques liés à la formation. Concrètement, on va venir prendre en charge la formation de votre apprenti ou de votre alternant qui est dispensé par l'école. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, aujourd'hui, on sera sur un taux horaire qui est fixé par la branche professionnelle dans Relève d'entreprise. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur la branche bureau d'études, on est sur un taux horaire de 11 € de l'heure. Donc, si la formation dure par exemple 400 heures, et ben, la prise en charge de locaux sera à hauteur de 4 400 € taxe, qui nous fait donc 400 heures fois 11 € de l'heure. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, c'est un autre système de financement. Là, on est plutôt sur un forfait annuel en fonction du diplôme préparé par l'alternant, mais également en fonction toujours des critères de financement de la branche qui va venir définir et positionner ce coût auprès de France Compétences. Ce coût est appelé aujourd'hui coût contrat. C'est un coût qui se calcule sur 12 mois, c'est-à-dire que la prise en charge qu'on va afficher sur notre site internet sera sur 12 mois et elle est bien évidemment proratisée en fonction de la durée de vos contrats. Donc, si le contrat dure plus d'une année, on proratise notre prise en charge en fonction de cette durée. Vous avez la possibilité de toute façon de retrouver ces critères de financement donc via les liens qui sont sur la présentation. Vous pouvez également vous référer à la boîte à outils qui est intégrée dans cette présentation qui rappelle aussi ces critères de financement de toutes les branches professionnelles. Je le rappelle quand même aujourd'hui, l'OPCO Atlas, c'est 21 conventions collectives et 15 secteurs d'activité. Donc, c'est des critères de prise en charge qui sont différents d'une branche à une autre. Donc, il faut toujours se référer aux critères de prise en charge de sa branche professionnelle. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, en plus des frais pédagogiques liés à la formation, l'OPCO Atlas va également prendre en charge ce qu'on dit donc des frais annexes lorsqu'ils sont supportés par le CFA, type donc des frais de restauration, les frais d'hébergement, les frais de premier équipement, achat d'un ordinateur, mais également des frais liés à la mobilité, qu'elle soit internationale ou dans le cadre de l'Union européenne. Et une spécificité sur les publics en situation d'handicap, sachez que les prises en charge, que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation, mais également dans le cadre du contrat d'apprentissage, sont majorées lorsqu'on est face à un public en situation d'handicap. Exemple, sur le contrat d'apprentissage aujourd'hui, le coût contrat, il est majoré à 50% dans toutes les branches professionnelles. L'OPCO Atlas vous accompagne également dans le cadre du tutorat en finançant la formation de vos tuteurs et de vos maîtres d'apprentissage. Donc, si vous souhaitez les former, n'hésitez pas à en faire la demande et elle sera prise en charge par l'OPCO Atlas. Et selon les critères de financement validés par certaines branches professionnelles, vous avez la possibilité également de bénéficier d'une prime à l'exercice de cette fonction, ce qu'on appelle aujourd'hui la prime tutorale, qui va venir en fait compenser le temps que le tuteur ou le maître d'apprentissage passe dans l'entreprise pour encadrer les jeunes. Donc, on va venir compenser ce temps par une prime tutorale qu'on va venir verser à l'entreprise. Et c'est une prime qui peut aller jusqu'à 2 000 € hors taxe selon les critères de financement des branches professionnelles. Donc, n'hésitez pas à vérifier les montants qui sont financés par vos branches et à en faire la demande. Pour conclure, je tiens quand même à repréciser, la directe l'a dit dans la première partie, aujourd'hui, pas de limite d'âge lorsqu'on est face à une personne en situation de handicap, que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, vous pouvez recruter à tout âge. Et en parallèle de toutes ces aides que votre OPCO vous apporte, lorsqu'on est face à un public en situation de handicap,
Dans les CFA ou dans l'école, il y a un référent handicap aujourd'hui qui est là pour l'accompagner dans tout son parcours et qui fait également le lien avec le référent dans l'entreprise. Voilà, pour la partie Opco Atlas, je ne sais pas, Caroline, s'il y a des questions sur cette partie. Oui, merci Yasmine pour ces précisions. Effectivement, il y a Madame Fleury qui fait part d'une petite inversion à un moment donné sur co-contrat. Effectivement, en co-contrat, hein, c'est pour bien les contrats d'apprentissage, hein, vous l'aurez compris, et puis le contrat pro taux horaire. Donc c'est bien ça. Et, Monsieur Le Tiec qui voulait une précision suite à ce que Cap Emploi nous disait sur la non-limite d'âge pour les publics en situation de handicap, et il voulait juste qu'on reprécise pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, quelle est la limite d'âge pour le contrat pro, pour le contrat d'apprentissage. Est-ce que Yasmine, tu peux juste repréciser ce point? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre du contrat d'apprentissage aujourd'hui, on peut recruter jusqu'à 29 ans révolus. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge en soi, mais lorsque la personne elle est en situation donc inactive ou en recherche d'emploi, elle doit avoir un numéro d'identification auprès de Pôle emploi pour qu'elle puisse signer un contrat de professionnalisation. Très bien, merci beaucoup. Et puis du coup, on voit bien la modalité supplémentaire que vous avez pour les publics en situation de handicap, puisque cette limite d'âge, du coup, saute avec cette caractéristique et vous permet de mettre en place un contrat d'apprentissage tout de même si la personne donc a plus de 29 ans. Je vais regarder, donc ça c'était les seules questions écrites qu'on avait. À nouveau, si vous avez le souhait de poser une question à l'oral, n'hésitez pas. Et que sur ce point, il peut y avoir des questions sur le process ou peut-être que vous avez d'autres questions sur les majorations pour ces publics spécifiques. Donc, je vous regarde, si vous souhaitez lever la main, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment une possibilité. Et sinon, je veux bien apporter un complément d'information. Oui, bien sûr. Sauf s'il y avait des questions. Simplement rappeler pour le moment, mais allez-y, il n'y a pas de souci. En complément de ce qu'évoquait Cap Emploi, que l'alternance pour les personnes en situation de handicap est une vraie opportunité, mais aussi pour les entreprises. Donc, on rappelle que c'est une modalité de réponse à l'obligation d'emploi. Si vous recrutez en contrat de pro, en contrat d'apprentissage des personnes en situation de handicap, vous pouvez valoriser ces embauches dans le cadre de la déclaration, c'est très important. On a l'habitude aussi de dire que c'est un outil de gestion des écarts entre les niveaux des personnes en situation de handicap. On l'a dit, hein, le handicap apparaît en cours de vie, notamment sur des fonctions d'exécution. Ces personnes ont pu quitter les bancs de l'école assez tôt. Il y a un intérêt pour elles à aller se former dans le cadre de reconversion notamment. Et c'est un bon outil, en particulier en Île-de-France, de gestion d'écart entre les niveaux des personnes et puis vos habitudes de recrutement, soit sur les cœurs de métier, soit sur les fonctions support. C'est important de l'avoir en tête. En effet, merci de cette précision. Du coup, je vous propose, je viens de revérifier, on n'a pas de questions. Du coup, on peut peut-être enchaîner avec le témoignage. Peut-être que les animateurs voulaient rajouter quelque chose. Notamment, on a abordé le sujet du contrat de professionnalisation qui n'avait pas de limite d'âge pour les personnes demandeurs d'emploi. Est-ce que Pôle emploi souhaite rajouter quelque chose sur ce champ ou voir un petit peu plus tard sur la présentation, comme vous le souhaitez? Non, on verra après la présentation, mais en effet, il n'y a pas de limite d'âge sur le contrat de professionnalisation et je vous présenterai les équipes entreprises de Pôle emploi qui sont en charge d'accompagner les entreprises dans le recrutement. Voilà, tout à l'heure. Super. Merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on passe à la vidéo dans ce cas.
Je m'appelle Valérie Rinaldi, j'ai 28 ans. Je travaille chez l'assurance Aviva pour devenir assistante manager. J'ai une malformation à la main gauche. Je peux tout faire, mais j'ai besoin de plus de temps que toutes les autres personnes qui sont autour de moi. C'est grâce à Cap Emploi que j'ai eu la possibilité de trouver ce travail-là. Et ça m'a permis de travailler et d'étudier en même temps. Je peux pratiquer ce que j'étudie. C'est une bonne opportunité de vie. Je m'appelle Christelle Bondin, je suis responsable ressources humaines sur le site d'Europhil à Mont-Saint-Aignan, qui fait partie du groupe Aviva. J'accompagne Valéria depuis début septembre, donc sur un BTS assistant manager en alternance. Alors l'alternance est assez nouveau sur notre site. L'AIPH a organisé un forum de recrutement cet été. Ils savaient que nous étions à la recherche d'une personne en alternance et donc ils nous ont fait participer à ce forum de recrutement. Et donc on a eu un petit coup de cœur pour Valéria et donc on a reçu un entretien. On avait sélectionné 2 candidates et c'est finalement Valéria qui a été retenue sur le poste. C'est nous, au niveau des ressources humaines, d'ouvrir les collaborateurs donc, au fait de travailler avec une personne différente. C'est aussi enrichissant d'un côté que de l'autre. Il faut savoir peut-être échanger simplement sur les difficultés que le salarié peut rencontrer et sur les difficultés liées au handicap. Ma responsable, elle a remarqué justement que j'avais des problèmes en faisant 2 choses en même temps. Et du coup, elle a bien pensé d'aménager mon poste. C'est une personne handicapée, elle viendrait me voir aujourd'hui. Je lui conseillerais fortement cette formation car c'est une possibilité en plus pour un travailleur handicapé de pouvoir se lancer dans le monde du travail. Et merci Céline du coup pour cette vidéo. Avant de vous poser quelques questions à nos partenaires directement, je vois qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées. Alors une pratique qui va être assez simple à répondre. Bonjour, pouvez-vous me dire comment le support sera envoyé ou comment le télécharger? Donc on vous l'enverra. Hein. Vous aurez le lien du replay puisque du coup cet atelier sera disponible en replay. On vous enverra le support hein, et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais ça m'étonnerait, on en vous enverra toutes les questions, réponses par écrit. Et du coup, j'avais une autre question. Du coup, à quel moment devons-nous demander la prime de tutorat? Alors du coup, Yasmine, si tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, c'était par rapport aux informations que tu as données. Alors, la prime tutorale, il faudra la demander au moment de la saisie du dossier en ligne sur votre plateforme MyAtlas, tout simplement. Donc, lorsque vous allez faire la demande de prise en charge, il y a un onglet qui s'intitule demande de prise en charge de la fonction tutorale. Souhaitez-vous en bénéficier? Il faudra cocher oui. Et puis, vous aurez un petit formulaire à remplir avec le nom du tuteur, son âge, sa fonction et son nombre d'années d'expérience, tout simplement. Donc, si vous cochez oui, donc elle sera attribuée si votre branche professionnelle la finance. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Yasmine pour cette précision. Du coup, dans la vidéo, on a entendu parler d'aménagement de poste. On a vu que l'alternante qui a mis en place un contrat, qui a bénéficié d'un contrat de professionnalisation, a pu voir ce projet se réaliser grâce à Cap Emploi notamment. Ils en ont parlé dans la vidéo. Est-ce que du coup, Madame Migrin, vous voulez nous expliquer un petit peu comment dans les faits ça se passe ou côté entreprise quand vous interagissez avec eux ou avec peut-être directement les futurs salariés? Je remets mon micro. Oui, bien sûr. Alors effectivement, nous, on va accompagner, notre mission est double. Hein. On accompagne autant les personnes en situation de handicap que les employeurs dans leur démarche de recrutement général et notamment sur les campagnes d'apprentissage. C'est souvent une alternative qu'on propose aux employeurs
justement, comme le disait Julien tout à l'heure, c'est un moyen de répondre à l'obligation d'emploi, l'apprentissage, et c'est aussi pour certaines entreprises qui ont parfois des difficultés de sourcing de candidats, une bonne étape en amont pour arriver progressivement à intégrer de manière durable des salariés en situation de handicap dans leur effectif. Même si parfois on pense que on n'y pense pas de prime abord, on pense d'abord à confier des offres d'emploi plus classiques. Donc, c'est un moyen d'accompagner ces entreprises vers une réponse, notamment, je pense, aux grands comptes, mais aussi aux petites entreprises qui, peut-être au départ, ne pensent pas forcément à proposer, aller sur ces types de contrats sur les recrutements de travailleurs handicapés. Donc, on va d'abord, nous, dans nos missions vis-à-vis des candidats, on va d'abord accompagner les personnes dans la mise en œuvre de leur parcours d'insertion professionnelle. Donc, ça va prendre 2 étapes. Ça va prendre l'étape de validation d'un projet. Et parmi les étapes de parcours, il y a l'apprentissage, puisque la plupart du temps, on le disait, on a affaire à un public en reconversion professionnelle. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'on a quand même souvent un peu plus adulte. Bon, on le voit dans l'exemple, la personne, elle sort pas d'école, elle est jeune quand même, mais elle répond aux critères, elle a moins de 29 ans, mais on est souvent sur une tranche d'âge 35, 40, 45 sur l'apprentissage. Hein, parce que c'est vraiment un outil qui va permettre aux personnes d'apprendre un nouveau métier, de se reconvertir, d'être dans une étape de transition professionnelle, mais tout en ne quittant pas le monde de l'entreprise qu'ils connaissent, qu'ils ont dû quitter de manière parfois obligée du fait d'une inaptitude, par exemple, et d'avoir un pied à la fois dans l'entreprise et dans la formation. Ça permet pour la personne de continuer d'avancer, en fait, et de ne pas avoir l'impression de retourner sur les bancs de l'école, pour parler de manière schématique. Donc, on va accompagner la personne sur l'évaluation de son besoin de formation, explorer notamment l'apprentissage ou la professionnalisation comme une solution possible pour se former. Et ensuite, on va accompagner cette personne-là dans la recherche autant du centre de formation que de l'entreprise. Et c'est là où on va travailler en doublon avec candidat et entreprise pour ce qu'on appelle favoriser la rencontre. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Là, l'exemple, c'était travailler autour de la mise en place d'événements. Là, le Cap Emploi cité a mis en place un forum recrutement. Ça peut être donc mise en place d'événements, job dating ou autre. Ça peut être participer à tous les événements du territoire. On travaille beaucoup en partenariat, tant avec les missions locales que Pôle emploi, sur les événements ou les branches professionnelles qui organisent eux-mêmes leurs propres événements de recrutement pour pouvoir proposer des personnes en situation de handicap. Ça peut passer aussi par ce qu'on appelle l'immersion professionnelle, permettre en amont du recrutement de tester la personne sur un jour, 2 jours, une semaine pour pouvoir sécuriser le recrutement, tant sur la problématique de compétences, de profils attendus que sur la problématique handicap. Hein, ça permet de voir aussi les conditions d'exercice du poste dans l'entreprise et dans le centre de formation. Donc, on l'a cité tout à l'heure, dans le centre de formation, il y a également des référents handicap. On va travailler de concert avec ces référents-là pour travailler sur tout ce qui va concerner la compensation du handicap. Et sur la compensation du handicap, on va aussi mobiliser des prestations complémentaires, des aides financières, des prestations d'évaluation complémentaires pour avoir bien évalué de la meilleure manière le besoin de compensation. Et de manière aussi, pour favoriser la rencontre, on peut être aussi sur quelque chose de très classique, c'est-à-dire une entreprise qui confie la gestion de son offre d'emploi, son besoin d'alternance, et on va être sur du sourcing de candidatures assez classique pour proposer les candidatures. Donc ça, c'est la première étape. Et la dernière, c'est favoriser les conditions d'insertion. Et là, on va être effectivement en accompagnement du tuteur éventuellement, des ressources humaines pour déclencher toutes les aides et mesures possibles en lien avec la compensation du handicap.
D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, en lien, avant de passer peut-être la parole justement à Pôle emploi sur ces questions et sur les services qu'ils peuvent proposer, j'avais une question donc de Madame donc Fanny François. Comment accompagner et accueillir une personne en situation de handicap, donc alternant ou employé, dans le cadre du télétravail? Comment valider le respect de l'obligation d'adaptation de son poste? Est-ce qu'il y a des particularités? Vous parliez à l'instant d'accompagnement, de sensibilisation. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont les mêmes leviers ou est-ce qu'il y en a des spécifiques? Alors, de manière générale, on va raisonner comme pour n'importe quel salarié. On va d'abord commencer à levier utiliser toutes ces étapes-là. Donc, ce que vous faites avec vos collaborateurs classiques dans le cadre de la mise en place d'un télétravail, on va peut-être sortir du contexte crise actuelle parce que on sait très bien que les conditions du télétravail n'ont pas été forcément dans des conditions optimales, quels que soient les profils des salariés d'ailleurs. Mais effectivement, il y a des obligations légales autour du télétravail qui sont les mêmes, que ça soit salarié ou pas salarié, notamment d'aménagement du poste. Après, se surajoute entre guillemets la problématique de compensation du handicap. Et là, on va utiliser les mêmes leviers que pour le travail dans l'entreprise. On va évaluer les besoins d'aménagement du poste. Donc, ça peut être des besoins matériels, des besoins d'organisation horaire. Et on va faire des préconisations et accompagner sur la manière de prendre en charge ces réponses. Très bien. Donc, du coup, une entreprise peut se rapprocher de vous si elle se retrouve dans ce cas particulier et demander à être accompagnée sur le sujet. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je propose qu'on passe la parole à Pôle emploi avant d'y répondre. Si jamais, encore une fois, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous en faites pas, on reviendra vers vous à l'écrit. Mais du coup, Pôle emploi a aussi des services et des accompagnements à vous proposer dans ces situations-là. Et du coup, je laisse la parole à Monsieur Campora pour présenter tout ça. Oui, vous m'entendez du coup? Super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je ne me suis pas présenté, je suis Olivier Campora, je travaille à la direction régionale Pôle emploi Île-de-France et je suis chargé de relations partenariales. Donc, déjà pour préciser qu'on travaille en complémentarité avec nos amis de Cap Emploi et qu'on a une offre de service complémentaire. Voilà. Juste pour vous rappeler les différentes missions de Pôle emploi. En fait, Pôle emploi est présent sur toutes les étapes du parcours du demandeur d'emploi. Ça veut dire qu'on a plusieurs conseillers. On est présent de l'inscription du demandeur d'emploi jusqu'au placement du demandeur d'emploi en entreprise. Ce qui veut dire que les missions de Pôle emploi, et je vais essayer d'être je vais essayer de faire vite et d'aller dans le concret, mais c'est de lutter contre les difficultés de recrutement, déjà et d'une, et c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi pour faciliter le retour à l'emploi. C'est pour ça, je vais juste vous faire une cartographie d'une agence et vous préciser qu'en Île-de-France, on a 128 agences Pôle emploi et on a 750 conseillers qui sont spécialisés, qu'on appelle des conseillers entreprises, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des entreprises, qui vont être là pour aider les entreprises à solliciter les aides et mesures, pour aider les entreprises à publier leurs offres d'emploi. On les accompagne dans le recrutement. Qu'est-ce que je voulais dire sur l'organisation d'une agence. Dans nos agences, on a plusieurs types de conseillers. On a les conseillers indemnisation qui s'occupent de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On a les conseillers qu'on appelle en évolution professionnelle qui s'occupent de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc qui vont aller proposer, qui vont travailler le projet professionnel avec le demandeur d'emploi. Et suivant le type de personne, on a plusieurs modalités d'accompagnement qui peuvent aller du renforcé à un accompagnement en toute autonomie. Nos conseillers entreprises sont là pour agir sur les difficultés de recrutement logiquement. Niveau handicap, précisons aussi que 75% des personnes en situation de handicap et demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi et que dans la complémentarité avec Cap emploi, Pôle emploi s'occupe des personnes qui sont, alors je n'aime pas utiliser ce terme, mais qui sont, dont le frein est moins important, qui sont plus autonomes. Au niveau de notre offre de service, une offre de service classique qui va bien sûr de la sélection des profils, de la création des offres d'emploi,
Donc d'ailleurs, j'invite les entreprises à créer leur compte sur Pôle emploi et sur leur espace entreprise, où vous, maintenant, c'est vrai que les services digitaux ont bien évolué et ça permet ça permet déjà de publier votre offre d'emploi et de choisir un niveau d'accompagnement sur l'offre d'emploi. Deux types d'accompagnement sur une offre d'emploi. Soit vous souhaitez gérer votre offre d'emploi en toute autonomie et c'est vous qui gérez directement vos candidatures, soit vous avez des difficultés de recrutement et vous souhaitez qu'un conseiller fasse par exemple une analyse de poste, fasse une présélection des candidatures. Et donc là, on va faire le conseiller sera en charge de faire un point régulier avec vous et son objectif, bien entendu, c'est de trouver le candidat idéal, notamment sur une offre en alternance. Ça peut être intéressant d'utiliser ce service. Niveau handicap, donc nous on parle aussi de personnes en situation de handicap ou de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Sur le site de Pôle emploi de mémoire où il y a 600 000 offres d'emploi, on peut faire des offres, on va dire, pour les personnes en situation de handicap en mettant cette fameuse phrase à compétences égales, priorité sera faite aux bénéficiaires d'obligation d'emploi. Donc, ce qui veut dire que Pôle emploi est aussi là pour vous accompagner dans le recrutement des personnes en situation de handicap et dans le recrutement de personnes en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Au niveau des événements, on a pas mal d'opérations, par exemple les opérations hashtag vers un métier qui ont pour objectif de lutter contre les difficultés de recrutement. On peut organiser dans des agences des job dating, des informations collectives pour vous aider à recruter et à trouver le bon profil. On a vraiment là d'actualité parce que la plateforme des salons en ligne de Pôle emploi a été très sollicitée et ça permet de créer un salon virtuel. On a organisé avec des grands comptes, notamment dans la banque et l'assurance, des événements, salons en ligne pour aider les entreprises à recruter des alternants. Juste parce que c'est tellement court, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais juste pour préciser aussi que dans les agences, et pour revenir, on travaille en complémentarité avec Pôle emploi, donc on a des référents handicap, avec Cap emploi, pardon, et on a des référents handicap dans les agences qui sont en charge de travailler en proximité avec Cap emploi, et que depuis peu, dans les agences Pôle emploi, il y a aussi des permanences des conseillers Cap emploi. Donc, on travaille vraiment main dans la main, si je peux dire. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, je pense que c'est important de rappeler aux entreprises que les acteurs qui sont là aujourd'hui pour l'atelier ont été vraiment conviés aussi dans cette optique de vous montrer que on travaille tous ensemble et on intervient tous sur sur des champs qui sont complémentaires. Et à ce titre, la GFIP propose aussi des aides sur l'alternance. Si peut-être Julien peut nous en dire un mot en lien du coup avec notre sujet alternance et handicap. Voilà. Du coup, je vous laisse présenter peut-être ces aides-là. Oui, et très brièvement aussi. Alors, vous l'avez compris, hein, on a expliqué ce matin que pour les personnes en situation de handicap, l'alternance représente une vraie opportunité. Et puis, c'est aussi un levier pour vous, une manière d'entrer sur le sujet et d'identifier par ailleurs des compétences et des profils intéressants. Donc, nous avons un principe qui est double et de soutien au recrutement de personnes en situation de handicap en professionnalisation et en apprentissage. Et puis, j'en dirai un petit mot en complément aussi dans le cadre de ces contrats d'aménagement des postes. Hein, c'est bien complémentaire. Pour rebondir sur ce qu'évoquait Françoise Bitgrin de Cap emploi tout à l'heure, les aménagements qui seraient nécessaires, on a vu que c'était le cas dans le témoignage de l'alternante Aviva, peuvent être pris également dans le cadre d'une alternance en charge par la GFIP. Donc nous avons effectivement mis en place depuis de nombreuses années des aides au recrutement en alternance qui peuvent, pour des contrats de 6 mois minimum, aller jusqu'à 4 000 €. Retenez que le principe est celui du prorata, c'est-à-dire que plus le contrat est long et plus l'aide sera importante, tout simplement. Et puis vous retrouvez toutes les informations sur agfi.fr. Et vraiment vous rappeler qu'il y a un principe de cumul, c'est-à-dire que ce que vous a présenté l'OPCO Atlas
est vraiment cumulable avec les aides de la GFIP. Et nous allons nous inscrire également dans le plan de relance de l'apprentissage qu'évoquait la directe en introduction et probablement renforcer les aides que vous avez ici à l'écran pour, encore une fois, faire de l'alternance un vrai levier pour la reprise d'activité, y compris pour les personnes en situation de handicap. Absolument, merci Julien. Et effectivement, je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire, mais est-ce qu'on peut avoir telle aide et telle aide en plus? Oui, puisqu'on nous, en complémentarité, on intervient, nous, OPCO Atlas, sur la dimension pédagogique, l'accompagnement sur les missions du tutorat, du maître d'apprentissage également. On a donc la GFIP qui va intervenir sur l'aide au recrutement handicap en termes financiers, mais aussi d'aménagement de poste, on vient de le voir. On a l'accompagnement au sourcing, au recrutement avec Pôle emploi, Cap emploi. Donc vous voyez que finalement, on est tous mobilisés pour effectivement faire de l'alternance un vrai facteur de reprise, d'autant que on parlait de reconversion tout à l'heure. Effectivement, ça me paraît être une notion très importante. Surtout à l'heure actuelle, on a des compétences qui évoluent très vite. On a des gens qui vont devoir se reconvertir de par la réalité économique, de par leur évolution personnelle. Madame Migrin parlait tout à l'heure effectivement de potentielles inaptitudes qui surviennent dans des vies. Donc tout ça cumulé fait que des besoins de reconversion vont pouvoir émerger et l'apprentissage, la professionnalisation peuvent être de vrais leviers de reconversion dans cette optique pour vraiment garder la dynamique formation, acquisition de nouvelles compétences, mise en pratique avec le volet entreprise. Donc ça, c'est effectivement important de le garder en tête. J'avais une question, on peut peut-être en prendre encore quelques-unes justement pour cette classe virtuelle. Vous parliez de profil, Julien, tout à l'heure. Et là, j'ai une question sur quels sont les profils que nous retrouvons en majorité chez les personnes en situation de handicap, en recherche d'emploi ou en contrat de professionnalisation, donc niveau d'études, scolaires, commerciaux. Est-ce qu'il y a un profil particulier qui ressort ou est-ce que c'est divers? Qu'est-ce qui ressort majoritairement? J'ai quelques éléments très précis sur ces aspects-là, puisque de manière très concrète, il est vrai qu'on va accompagner beaucoup les personnes dans de la reconversion sur des postes plutôt support. Donc en gros, on est beaucoup sur l'année dernière par exemple, on était à 37% sur des contrats en alternance sur des métiers support. Toutefois, on est quand même sur un panel de métiers très large. On peut être sur plus de 70 métiers différents par an à peu près sur les formations. Mais le gros, on va être sur les métiers support. On a des métiers dans la communication, le graphisme, banque assurance par exemple, ça pèse 9%. Les métiers du commerce 12%. Voilà, donc c'est assez large. L'âge médian du public, c'est 41 ans, on en parlait tout à l'heure. Et sur les niveaux de formation des personnes qu'on accompagne, on est sur beaucoup quand même à plus de 40% sur des formations au-delà du bac. 27% pour passer un bac, 16% 22% pour passer un bac plus 2 à bac plus 3, on a 8% de bac plus 5 et on a aussi évidemment des profils en dessous. Mais sur les formations apprentissage, alternance en général, ça se marie assez bien avec les diplômes au-delà du bac, compte tenu des profils des personnes qu'on accompagne. Voilà, ça c'était sur les profils. Donc concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur un poste prédéfini. On peut étudier tout type de poste et tout type de profil, puisque les personnes accompagnées ont vraiment un panel, un spectre assez large de profils, même si on est assez concentré sur les métiers support en grande partie. Mais on a vraiment des personnes qui se forment dans tous les domaines. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question que je vais poser plutôt à la fin, parce qu'elle résumera, je pense, très bien l'idée de cet atelier virtuel. Avant ça, il y avait Monsieur Le Tiec qui voulait une précision. Yasmine, je pense que tu pourras nous aider sur la limite minimale d'années d'expérience pour la prime tutorale. Tu sais, pour le tuteur, quelles sont les conditions? Si on peut rapidement les rappeler, ce serait idéal. Tout à fait. Donc là, pour sélectionner en fait votre tuteur, aujourd'hui, le tuteur doit avoir au moins 2 ans d'expérience dans l'activité ou à défaut 1 an d'expérience, mais un diplôme équivalent à celui qui est préparé
par l'alternance. C'est-à-dire que si quelqu'un il a juste 1 an d'expérience, et ben, il doit avoir un diplôme équivalent à celui qui est préparé par l'alternance. Si l'alternant prépare un bac plus 5, il doit avoir au moins un bac plus 5. Et je tenais à préciser également que le tuteur peut encadrer un maximum, du coup, 3 personnes en contrat de professionnalisation. Donc 3 maximum par tuteur. Voilà. Merci beaucoup Yasmine, effectivement c'est très important, on rappelle dans le cadre de l'alternance pour une bonne condition de réalisation, l'accompagnement, le tutorat, le maître d'apprentissage sont vraiment des facteurs clés de réussite, donc c'est très important quand vous, entreprise, vous missionnez un tuteur ou un maître d'apprentissage de l'accompagner sur ce champ. Et ça, n'hésitez pas à contacter nos services. Vos conseillers formation, vos développeurs peuvent vous accompagner et c'est un facteur vraiment primordial d'une bonne réalisation d'alternance pour l'accompagnement de l'alternant. Peut-être que la directe souhaitait rajouter quelque chose sur les aides qui nous ont présenté effectivement le fait que l'alternance est devenue une vraie priorité de l'État. On en a beaucoup entendu parler. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez rajouter quelque chose sur justement toutes ces aides qu'on vient de revoir. Mais avant, il y a Madame Isabelle Loncle qui pose une question qui finalement, je pense, peut bien porter cet atelier virtuel vers la fin. C'est comment concrètement, si demain je veux recruter une personne en situation de handicap, je commence par quoi? Ça va dépendre si il y a plusieurs. J'entends plusieurs choses dans cette question. C'est soit on a des offres de recrutement déjà identifiées. Et là, dans ce cas-là, alors offre de recrutement global, enfin générale, ou une offre précisément d'apprentissage ou d'alternance. Dans ce cas-là, il faut confier ces offres soit sur comme le site Pôle emploi, sur les sites dédiés, ou contacter. Alors en Ile-de-France précisément, chaque Cap Emploi a un référent alternance. Donc je transmettrai les coordonnées, je vous les donnerai pour que vous puissiez diffuser et du coup vous contactez les référents alternance. Je peux aussi, du coup, il y aura mes coordonnées, centraliser aussi cette demande et puis gérer au mieux par rapport aux contraintes géographiques et autres éventuelles sur le poste. On va aussi, je l'apporterai, vous donner un lien sur plusieurs books de candidature disponibles actuellement sur les offres à la recherche d'apprentissage. Il y a des books à peu près d'une centaine de personnes sur des profils complètement divers qu'on peut vous transmettre, où les personnes ont déjà validé leur projet, ont déjà à peu près trouvé leur centre de formation et donc peuvent aller autant sur de l'apprentissage que de la professionnalisation selon le métier visé. Et puis, alors ça, c'est si vous avez un besoin déjà bien identifié. Par ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore bien identifié les modalités de recrutement chez vous, on peut travailler en amont sur l'identification de postes, de pratiques de recrutement en interne pour pouvoir vous aider à mieux cibler, à mieux définir. Parce qu'il faut ne s'interdire à aucun recrutement, enfin ne pas s'interdire à l'ouverture de vos recrutements à aucun travail. Je ne dis pas dans le bon sens. Ceci dit, il est vrai qu'il y a des postes où c'est plus simple, entre guillemets, si vous êtes vraiment dans une obligation de répondre à votre obligation d'emploi. Il y a peut-être des stratégies un petit peu opportunistes à avoir sur les offres à proposer. Et pour un court complément, on rappelle bien sûr que les interventions de l'AGEFIP sont financées par vos contributions et sur le sourcing et en complément des services de Cap Emploi et de Pôle Emploi, vous trouverez sur agefip.fr un espace emploi avec pour le coup un principe de job board assez simple. Vous diffusez ces offres et vous retrouverez en face des candidats qui peuvent correspondre. Sur le recrutement en alternance, comme sur toute procédure de recrutement, on dit aussi que la clé, c'est la diversification des canaux. Donc, n'hésitez pas à solliciter aussi en direct les CFA, dont on a dit là à plusieurs reprises qu'ils avaient maintenant des référents handicap, ou certaines écoles qui sont de plus en plus outillées sur l'accueil de personnes en situation de handicap et qui peuvent aussi avoir des profils complémentaires à proposer.
Tout à fait. Et du coup, là, en plus, on peut remarquer que, quels que soient les partenaires, on a tous des services en ligne. Donc, vous verrez dans la boîte à outils qu'on va vous envoyer, qui fait partie intégrante du support, qu'on complétera effectivement avec ce que Madame Guigrin disait tout à l'heure sur les contacts utiles que vous devez avoir. Vous verrez qu'on est tous joignables et accessibles via nos sites internet, via les services en ligne. Vous pouvez retrouver les contacts des personnes et donc n'hésitez pas à contacter les différents partenaires qui sont là aujourd'hui pour vous faire accompagner sur ce champ et pour mettre en œuvre concrètement du coup un projet de recrutement d'un alternant en situation de handicap. Je vois que Madame Gilbert, on vous voyait plus juste à la fin, excusez-moi, il y a des soucis techniques de temps en temps, ça les a. Je suis désolée, j'ai été obligée de m'absenter quelques minutes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que peut-être dans ce volet aide, on a encore quelques minutes pour se dire si vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement aussi de la directe. Vous avez mis l'accent sur la priorité de l'État, effectivement, sur l'alternance. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose dans ce cadre-là, sur la façon peut-être de vous contacter oui, juste quelques mots pour vous dire qu'effectivement, nous, on est là aussi pour favoriser au maximum la rencontre entre l'offre et la demande. Et c'est vrai que si notamment par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, diversifier effectivement les canaux de recrutement, nous, moi je suis très largement en contact avec les missions locales aussi qui sont sensibilisées aussi sur cette question du handicap. Et c'est vrai qu'on est aussi confronté, donc effectivement, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées et donc ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la reconversion, mais il y a aussi des jeunes en fait qui sont en situation de handicap et pour lesquels on a du mal déjà à passer ce stade de la reconnaissance, mais aussi qui peuvent s'orienter dans cette voie-là. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi pas hésiter à mobiliser ce réseau des missions locales. Moi aussi, je suis en contact aussi avec tous les CFA du département. Donc, un peu notre rôle, c'est essayer de mettre un peu en réseau tous les acteurs de l'apprentissage. Donc, après, aussi bien pour des questions de sourcing, de candidats, mais aussi aussi de recherche d'employeurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on essaiera de vous mettre au maximum aussi en relation avec les bons interlocuteurs. Merci beaucoup. Effectivement, c'est des infos essentielles à préciser. Une question de Monsieur Pierre-Louis qui demandait s'il y avait un replay. Oui, je le redis, rassurez-vous. Tout est enregistré. Vous aurez l'occasion pour vos collaborateurs basés en Outre-mer de diffuser. On le diffusera sur les réseaux sociaux également pour que vous puissiez avoir accès au lien du replay. Donc, pas de problème. Et enfin, une dernière question de Monsieur Le Tillec. Existe-t-il un service en ligne qui permet d'accéder à l'annuaire des écoles en alternance et par métier? Alors, donc il y a le site comme de défi métier, sur lequel en fait il y a toute l'offre d'apprentissage qui figure en fait. Donc qui est assez bien fait et qui enrichit aussi progressivement. Très bien, merci beaucoup. Et vous l'aurez vu, on est tous là pour vous accompagner sur le sujet, faire les liens entre les différents acteurs, les CFA, avec les référents handicap. Et Pascal Pierre-Louis, si nous avons un projet innovant, pouvons-nous vous en faire part et comment? Alors du coup, Monsieur Pierre-Louis, on va peut-être juste préciser, vous êtes du coup un projet innovant, c'est en termes de recrutement, en termes de proposition de formation, sur quel champ? Si vous pouvez juste préciser cet aspect-là. Je vais voir si je peux lui donner. Vous pouvez prendre la parole à l'oral si vous le souhaitez. Proposition de formation et de recrutement. Oui, du coup, vous pouvez tout à fait échanger, même que ce soit, je pense, avec les services de l'OPCO Atlas ou les partenaires qui sont là. On est toujours preneur de nouveautés et d'innovation, puisque de toute façon, les compétences évoluent sans cesse. Donc, oui. Oui. Merci beaucoup. Nous étions aujourd'hui 18 pour cet atelier virtuel. C'était une première. J'espère que vous avez pu trouver des réponses à vos questions. Replay disponible, le support vous sera envoyé. On a répondu à l'ensemble des questions, donc il n'y aura pas matière forcément à tout reprendre par écrit.
Néanmoins, voilà, vous avez nos contacts maintenant, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'alternance et le handicap. Nous sommes là pour y répondre. Un grand merci aux partenaires qui se sont rendus disponibles et qui ont participé à cet atelier. Et puis, du coup, à bientôt et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir.